Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui doit faire une prise propre. Bonjour à tous, effectivement nous allons tenter de faire une prise de qualité et de ne pas nous y reprendre à deux fois, car nous devions faire 3 émissions ce soir, nous avons failli n'en faire qu'une, mais n'écoutant que notre courage et notre volonté de vous produire la meilleure émission bande dessinée qui existe au monde, nous avons décidé que même si minuit était passé, nous allions reprendre la suite, et pour cela nous allons écouter Monsieur Tizak, que je présente en premier, parce qu'il vient de parler, mais alors que d'habitude je présente en deuxième, mais voilà. Bonjour tout le monde. Ainsi que Monsieur Thio, que la fatigue c'est pas toujours vrai en fait pas. Pour le premier ou le deuxième. Ah ouais, je fais ça au hasard à chaque fois, je m'en souviens plus. C'est un peu le hasard. Non, le premier c'est sûr, c'est toujours lui. Au format de cette émission qui est censée être un live mais qui n'en est pas un, donc nous sommes désolés. Là en ce moment je suis en train de faire du ski. Non, je suis pas en train de faire du ski parce que vu l'heure je dois être surtout en train de manger un truc ou de dormir ou j'en sais rien. Bref, quoi qu'il en soit, nous avons du online avec 2 petits blogs bande dessinée fort sympathiques. Nos chroniques seront consacrées à Maudit Victor, ça va être un peu notre fil rouge, les bandes dessinées qui viennent de chez Sbam. Silas Corel, le tome 3, Le Sens de Marc-Antoine Mathieu, et Blue Estate, le tome 4. Notre carte blanche est toujours un mystère ou inexistante. Et notre splash page sera consacrée à Axolot, une bande dessinée imaginée par Patrick Beau et dessinée par de nombreux auteurs talentueux. Nous aurons un court express pour revenir sur la revue dessinée, le dernier numéro paru. Et enfin, nous parlerons des Marvel's Agent of Shield ou Carter, au choix, sans doute des deux. Je pense que, étant donné l'heure tardive et la fatigue qui est prête de nous étreindre, nous pouvons tout de suite commencer avec l'online. Online. Je vais d'abord vous parler de Deep Dark Fears. Je prononce sans doute très très mal. C'est un Tumblr où l'auteur demande qu'on lui raconte ses peurs les plus profondes et qui ensuite, en 1 à 4 cases, va les mettre en scène et les dessiner. Dans un style un petit peu enfantin, un peu sombre. On est vraiment de cette veine indépendante américaine que j'aime bien. Voilà, c'est toujours des récits un peu étranges, qui font parfois sourire, qui parfois font frissonner. Franchement, très sympathique. Je n'ai plus le nom de l'auteur sous les yeux. Mais je vous le recommande, donc un Tumblr fort bien. Deep Dark Fears. Tu as rajouté un œil, il me semble, Tizak, tu en as pensé quoi? C'est in English, of course. Oui, par exemple, j'oublie le petit détail. C'est en 4 cases à chaque fois. Voilà. Après, certaines des peurs vont vous parler, d'autres moins. Mais celle que t'as sous les yeux est drôle. C'est le gars qui, en gros, à chaque fois qu'il fait froid et qu'il souffle, ça fait de la buée et il a peur que s'il pète, ça fasse de la buée aussi. Et que les gens s'en rendent compte. Voilà. J'ai trouvé, il y a des trucs. Ça, c'est des trucs rigolos. Il y en a d'autres qui sont plus gore, plus sombres, plus... C'est ça, le coup des poupées, du lit, quand tu aimes ton petit ami. Voilà. C'est très très joli, un peu effrayant. Thio, tu as jeté un petit œil? Je suis en train de regarder, donc. D'accord. Bon, voilà. C'est un Tumblr, c'est mis à jour assez, j'en sais rien comment, mais moi j'aime beaucoup, je m'y suis abonné. Carrément. L'autre site est plus un service qu'un site, c'est Petit Format. Petit Format, c'est juste un site sur lequel vous allez pouvoir vous abonner à des blogs BD et savoir quand il y a des nouveautés. Alors si vous n'utilisez pas d'agrégateur RSS comme moi, ça peut dépanner. Quoi? D'agrégateur RSS, oui, je parle chinois sans doute. Donc si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire quand j'ai dit agrégateur RSS... RSS Aggregator. Ouais, genre l'ex Google, je sais plus comment il s'appelait. Sheets. Google Read ou Google. Oui, c'est ça, c'est voilà. Read. Ou l'excellent Feedly qui l'a remplacé pour moi. Et que vous ne voulez que suivre de la bande dessinée, Petit Format est fait pour vous. Voilà, ça a l'air d'être un service fort pratique pour ça. C'est un truc qui est pas tout récent. À tester. Simple et efficace. Maudit Victor de Benoît Pretesey.
Maudit Victor nous raconte l'histoire d'un certain Victor qui, en gros, un jour, dans sa famille, on lui a montré un œil de verre et donc, il lui a dit je sais plus quoi d'horrible et bon, Victor s'est crevé l'œil et depuis il a des visions bizarres, il voit des sortes de chevaux partout, il a une sorte de malédiction, je me souviens plus très bien, je l'ai lu il y a longtemps en fait, c'est pour ça que ça doit vous sembler assez hallucinant ce que je raconte. C'est vraiment une histoire, ça fait un peu penser à ces histoires d'horreur 19e siècle, très très glauque, Où en fait le crime qu'il va commettre au tout début de l'histoire va en fait le suivre comme une sorte Voilà. de damnation éternelle. Parce qu'il devient un cheval en fait. Qui va le transformer physiquement, psychologiquement, et arriver à une sorte d'allégorie ou de monde onirique où on arrive à un truc qui est Parce qu'il a un problème, c'est un totalement peintre. barré, quoi. C'est un peintre, mais il n'arrive pas à peindre autre chose que des chevaux. C'est un peintre de talent, mais sa malédiction fait qu'il ne peut peindre que des chevaux. En plus, il a pris l'apparence d'un cheval, enfin, il me semble, ou je mélange avec autre chose. Ouh, je suis en train de m'emmêler les pédales, c'est l'heure. Mais je me rappelle plus s'il se mélange avec lui, mais je sais qu'en tout cas le cheval revient le hanter en fait. Oui. Et c'est vraiment très 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 bizarre. Donc, alors c'est... Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec Van Gogh qui s'est coupé une oreille et là c'est le mec qui s'enlève un œil Non. Non, parce que je pense qu'il a moins de talent que Van Gogh. Alors, on est vraiment dans le... Donc pareil, toujours une BD de chez Sban, donc de la bande dessinée exigeante. Donc là, c'est chez Cornelius. Là, on a quelque chose qui a un récit quand même un peu plus cohérent que les précédentes histoires dont on avait pu parler, quelque chose qui tient plus la route. L'exigence vient du fait que je pense qu'il y a beaucoup de références que j'ai pas forcément su voir. Il y a une histoire vraiment étrange, c'est une sorte d'histoire d'horreur romantique, gothico-romantique, bien zarbe, et c'est assez efficace en fin de compte, mais j'en garderai pas un souvenir vous l'avez deviné, impérissable. J'ai pas passé un mauvais moment à le lire, je trouve ça sympa. Je regrette pas de l'avoir lu, surtout au prix où je l'ai payé avec Sbam, c'est-à-dire j'ai trouvé 5 BD pour 30 €, donc en général on se plaint pas dans ces cas-là. Bref. Disons que moi le début était pas mal, mais après au bout d'un moment, je me suis un peu perdu en fait dans tout le voyage qu'on nous propose, quoi. Voilà. Graphiquement, que pourrais-tu en dire Hétéroclite. Ouais, il y a un traitement de la ligne qui est très important, c'est-à-dire qu'on est souvent sur juste de la ligne colorée. Parfois la couleur arrive, mais est vraiment pour mettre des gros aplats, pour mettre en valeur les choses, etc. Mais c'est vraiment on a les peintures qui sont représentées encore dans un style différent, sauf que on a l'impression qu'ils utilisent un nombre de couleurs limité. C'est un exercice graphique, je pense, pour essayer de donner une ambiance, un ton. Voilà. Quelque chose... Non, ouais. T'as pas été... Est-ce que l'auteur a suivi une psychothérapie ou pas ? Oui, parce qu'il a fondé les éditions Warum Warum avec Vendry. Donc j'imagine que cela explique que franchement, ça doit pas être facile tous les jours, quoi. Sacré Vendry. Ouais. Même quand on parle de choses sérieuses, on n'arrive à parler de lui. Putain. Ah oui, je l'ai mis dans mes étagères des trucs bizarres. Voilà, juste pour dire, j'avais oublié de le dire. Merci Pierrick. Silas Corée, le tome 3. Alors, Silas Corée, on retrouve donc notre petit dandy de détective qui là, on se retrouve après la fin de la Première Guerre mondiale. Donc rappelle-nous rapidement le pitch général de la série, que les gens ne soient pas perdus. Ou alors là, c'est plus compliqué parce que les 2 premiers tomes sont vachement vieux, mais grosso modo, les premiers tomes, on est dans la Première Guerre mondiale avec une enquête que mène Silas Corée contre Madame Zarkov. En fait, on termine contre Madame Zarkov, qui est une grosse trafiquante d'armes. Bon, en gros, qui vit en Suisse, oui. qui fait son beurre sur la misère des gens, sachant qu'elle-même à la base n'était qu'une simple danseuse de revue et qu'elle a épousé Monsieur Zarkov, richissime industriel. Je ne m'attendais pas à ce que tu ailles autant dans les détails.
J'aurais dit que Silas Corey, on va suivre les aventures d'un parvenu qui essaie de profiter, d'un enquêteur parvenu qui essaie de profiter de ses employeurs pour offrir ses services aux plus payants, et qui retourne sa veste et retourner sa veste quand ça l'arrange. Alors, je dirais pas qu'il retourne sa veste. Non, il retourne parce pas qu'il a sa quand même veste. une certaine éthique. Complètement. Certaines. Il a des À défaut d'une éthique certaine, voilà. Il a des méthodes qui sont discutables, mais il garde une éthique quelle que soit l'enquête qu'il mène. Et même quand il est employé par des ordures, hein, pour faire simple, il va faire en sorte que les gens payent. Et que si les ordures, de toute façon, on peut pas y faire grand-chose, du coup, il va en profiter pour faire son beurre. C'est-à-dire qu'il est pas idiot et obtus au point de se dire non, tu comprends, je suis une blanche colombe, je ne me ferai pas atteindre par la saleté de cette personne, et donc je m'en éloigne très vite. Non, mais si il peut récupérer et soutirer de l'argent, des bijoux ou des informations à une ordure, il le fait. Point. Voilà, il est très pragmatique. Mais qu'est-ce qui attend Silas Corey dans ce tome 3 ? Ce qui attend Silas Corey dans ce tome 3, c'est, après la fin de la Première Guerre mondiale, lui trouve ça un petit peu pathétique de danser sur les cadavres des soldats, et donc il va se perdre un petit peu pendant quelque temps dans une espèce de maison close, maison de jeu parisienne, et pendant ce temps-là, une connaissance à lui, on va dire, se fait assassiner dans la foule, et va venir trouver refuge chez lui. Mais il n'est pas là, bien évidemment, mais son fidèle serviteur Nam est présent, récolte le peu d'informations possibles sur le futur mort incessamment sous peu mort. En lui faisant les poches. En lui faisant les poches, en récupérant ses derniers mots. Nam va retrouver Silas Corey donc dans cette maison close, et le début de l'enquête part de cette façon-là, avec les maigres indices trouvés sur le cadavre de l'enquêteur, car le mort est un enquêteur lui aussi. Et donc ça nous ramène, une fois de plus, je vais rien dévoiler en disant ça, sur les traces de Madame Zarkov. Tadadam, richissime donc, mania des armes et de la production d'armes, donc vous pouvez bien vous douter que au sortir de la Première Guerre mondiale, Madame Zarkov s'en est mis plein les poches. À ne pas confondre avec Zardoz. Et une tenue fort intrigante. Voilà. Au niveau du scénario. Ah, mais c'est bien. C'est de l'historique sans l'être vraiment. C'est-à-dire que le côté historique est, on va dire, un habillage pour une histoire d'aventure, d'action et d'espionnage. Oui, mais l'historique est véridique. C'est ça qui est intéressant, je trouve, aussi dans cette bande dessinée, c'est qu'on prend pas des raccourcis à la con. On n'invente pas une histoire alors qu'on est dans un monde réel, donc on fait simplement attention à sortir des vérités. Et je trouve ça déjà respectueux, on va dire, du lecteur. Et du coup, tu vas prendre 2-3 petites choses où ça te rafraîchit au moins la mémoire. Oui, voilà, mais c'est ça. Mais disons que c'est le cadre qui est comme ça. Il profite des éléments historiques qui se passent pour enrichir son cadre. Exactement. Sans en faire le point central de l'intrigue. On n'est pas là ça. pour apprendre l'histoire. Non. Et donc, tu vois, donc c'est le bande dessinée de Fabien Nury au scénario qui nous avait fait Il était une fois en France. Où Il était une fois en France, on est vraiment, même si on suit l'histoire d'un homme, on suit comment est-ce qu'elle s'insère dans la grande histoire. Là, encore une fois, on était dans la petite histoire de la grande histoire, Voilà. Sauf que dans Il était une fois en France, c'est une histoire vraie, une petite histoire vraie de la grande histoire un peu vraie. romancé, mais oui. Un peu romancé, mais globalement, c'était vrai. Alors que là, on est dans un roman à l'intérieur de la grande un histoire. roman d'aventure qui s'appuie sur le côté historique, mais qui n'essaye pas de nous faire croire que c'est réel, que ça s'est passé, etc. Et la vocation première n'est pas de nous faire apprendre des choses historiques. C'est du bon divertissement, quoi. Exactement. Voilà, donc moi, niveau scénario, j'ai été conquis. C'est bien construit, même si... je trouve pas ça riche en informations. Je trouve que la narration, la façon de raconter, la narration, est bien meilleure que la construction scénaristique, qui est on a beaucoup de mystères. Petit peu pauvre, mystérieuse, on va dire opaque, dans ce premier tome. Oui, on a peu d'éléments pour deviner ce qui va se passer. Exactement, donc on est encore dans un diptyque, comme sur le premier cycle, entre guillemets. On est encore sur un diptyque, et donc ce premier diptyque, même s'il est bon, même si j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, reste quand même, somme toute, assez opaque quant à la façon dont ça va se résoudre. Même si les quelques dernières planches avancent vite et font vite avancer la fin de l'histoire, mais sur tout le reste de l'album, ça reste quand même assez peu dense. Voilà.
Thio, le scénar? Toujours aussi bien, je dirais par rapport au premier. Maintenant, j'ai trouvé qu'il y avait un manque un petit peu de dynamisme en fait par rapport au premier tome où on suivait c'était le réseau Aquila. Premier tome, on avait quand même pas mal de mouvements, pas mal de déplacements, et là on est presque face à un huis clos en fait dans la maison de Madame Zarkov, et j'ai trouvé ça un petit peu lent. Alors l'histoire est bonne, mais c'est ce manque de dynamisme dans ce passage de la maison où on met en place tous les protasgonistes différents. Oui, voilà, mais c'est parce que dans le dialogue, c'est la mise en place. J'aurais pensé, en fait, à la lecture, que l'histoire allait se passer pendant cette réunion-là, à l'intérieur des murs de la Villa Zarkov. Je pensais pas qu'ensuite on allait partir, que la partie Zarkov, en fait, finalement, n'allait être qu'un épisode, parce qu'on s'y est quand même un petit peu attardé. Il y avait une mise en place, je trouve, de cette partie-là, qui finalement n'a pas abouti, on est parti ailleurs. Oui, mais qui a suffisamment d'importance, parce qu'on se doute que la suite aura un lien avec ce qu'on a découvert pendant la partie bien évidemment. Ça fait très nom de méchant de James Bond, quand même. Ouais. Zarkov. Mais je pense qu'il y a un petit côté James Bond volontaire Zarkov dans l'intrigue. Il manque un peu les gadgets. Ouais, il manque les gadgets, mais en même temps il a la canne épée. Il a la canne épée, il a les jolies filles. Et il a son acolyte asiatique. Ouais, ça fait un petit peu quand même passer au front l'envers. Ouais. Front l'envers aussi. Le dessin. Ouais, j'ai appris un truc sur le dessinateur. Tiens. Il dessine avec sa main. Je le savais déjà. Il dessine les yeux fermés. Donc, le dessin de Pierre Allary. Ok. Qui a un lien avec un dessinateur que tu aimes beaucoup, qui s'appelle Garnido. Ils ont tous les deux bossé sur le dessin animé Tarzan. Voilà, c'est tout. C'est un détail à la con. Je crois que je peux aller me coucher après ça, parce que là, je lis les génériques des dessins animés. Oui, je fais partie de ces gens-là. Je lis les génériques des dessins animés. Tu sais quoi ? Tous les deux, ils mangent des princes. Et tous les deux, ils vont sur Internet et ils boivent de l'eau. Ou en tout cas, ils en ont bu une fois dans leur vie. Garnido, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup bu d'eau. J'en sais rien. Bref, revenons donc au dessin de Pierre Allary. Très bon dessin. Très bon dessin. Un dynamisme. Alors, on n'est pas du tout dans du réalisme. On est vraiment dans de l'expressionniste, entre guillemets. On a des têtes très expressives, des poses, des postures très dynamiques, un côté un peu cartoon. Donc ouais, c'est du semi-réalisme, hein, en gros. Voilà, vraiment si on devait définir le style. Mais surtout une pêche et puis un travail de la mise en scène et des décors. Des décors de malades. Les scènes d'action sont super bien menées. Je vous invite à aller voir le blog de Pierre Allary où il met des planches non finies. J'ai pas vu d'escalier en colimaçon raté là d'ailleurs. Mais non, mais là t'auras pas d'escalier en colimaçon raté ou pas d'escalier. Ou alors en fait il a choisi de pas en faire. Parce que ouais. Enfin bon, quand tu vois ce qu'il est capable de faire, tu te dis que voilà. Non, bref. Parce que dans une baraque comme ça, avoir un escalier en colimaçon, ça aurait été un non-sens. Oui, voilà. Voilà, un travail sur le dessin. Et la couleur aussi, on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais... les jeux d'ombre, là, déjà juste sur le visage de Silas Corée. Toute la Zarkov, pendant toute la durée. Ouais, le côté en sous-bois, là, superbe. Énorme. Je crois que c'est lui qui fait la couleur aussi, hein. Pierre Allary, tu vérifies. Tu peux confirmer, tu vois. Ça sera marqué au début. Bruno Garcia. Bruno Garcia. Ben voilà, Bruno Garcia, franchement, waouh. Pierre Allary te doit une fière chandelle parce que son dessin est mis en valeur d'une façon magistrale. Par ce travail de couleur qui va aller aussi bien dans les ambiances quand il le faut que dans un côté plus naturaliste lorsque il veut montrer un côté plus de la vie, du réel, voilà. Bref, c'est très très beau. C'est très beau. Très beau, bien. Voilà. Donc une BD qui nous amène beaucoup de mystères dont j'ai bien envie de connaître la suite. Oui, c'est-à-dire que là beaucoup de choses ont été mises en place. Maintenant, voilà, il faut que ça envoie. Voilà. Donc feu pour le prochain tome. J'espère qu'il ne tardera pas à sortir. Non, je pense pas. Tu mets ça sur quelle étagère ? Je dirais à côté des 2 premiers tomes. Oui, mais ça c'est un... Je veux dire, si on commence à faire des nouveaux systèmes de classement de nos BD et qu'à chaque fois vous nous sortez les mêmes vannes, ça sert. Bon, je mettrai pas à côté des premiers tomes. Eh bien, pour moi, c'est une bande dessinée que je mettrai en avant dans ma bibliothèque, bien à portée de main, à côté de grands classiques de l'aventure que j'ai beaucoup aimé.
Voilà, pour le mettre bien Comme en 13. avant et pour le sortir si quelqu'un un jour me dit « Ah, t'aurais pas un truc sympa à me conseiller ?» Non, dans ce cas, je dirais directement l'étagère en fait à prêter aux potes. Voilà, c'est ça. L'étagère à prêter aux potes. Moi, je le mettrais à côté des James Bond. L'étagère des livres que tu ne revois jamais. L'étagère des livres que tu n'en... Ah, Oui, après parce que tu les prêtes et ça revient pas. Ouais. Ouais, bah ça, t'es pas des bons potes. Et ouais. Le sens. Marc-Antoine Mathieu Le est sens, reparti. le sens, Alors le le sens, sens, je ne saurais le sens. dire si le titre est le sens. C'est ainsi qu'il est référencé. On pourrait l'appeler Flèche. Car le titre de cet album c'est une flèche qui va vers la droite, une flèche noire. C'est Marc-Antoine Mathieu qui est reparti dans l'expérimental. D'ailleurs, son nom se devine sur la couverture car il est je sais plus comment on appelle ça quand c'est embossé. Voilà, il est embossé sur la couverture. Alors je pense qu'ils ont rajouté un petit peu de gris pour qu'on arrive quand même à le lire. Mais j'imagine que l'idée d'origine, c'est qu'il n'y ait pas de texte du tout. Écrit en tout cas. Un magnifique livre d'eau toilée qui va nous faire suivre un homme qui suit une flèche. Et la flèche va changer de forme, devenir un élément de l'architecture, un objet qu'il porte sur lui, quelque chose qui va le faire tomber, une évolution du décor. Et on va suivre ça à raison de une image par planche. On va suivre ce personnage avancer vers on ne sait quoi, vers on ne sait pas quoi. Le sens, quand on va l'appeler comme ça, parce que c'est comme ça qu'il est référencé sur BDGest et que c'est plus simple, nous poser la question, mais où va-t-il ? Que fait-il ? Et qui est-il ? Et pourquoi est-il ? Et il n'y a pas de réponse. Et je pense que ce mystérieux héros est en nouveau. Oui. Merci. J'attendais que quelqu'un trouve la suite. Bref. Bah, franchement, il a quand même pas la gueule d'Actarius, quoi. Non. Non, puis il a pas de cornes. Actarius non plus. Bref, c'est un exercice de style. C'est Goldorak, le générique. Ouais. C'est Oui, mais Actarius, il a pas de cornes. C'est Goldorak qui a des cornes. Ouais, c'est vrai. Ouais, là, tu peux rien dire. Donc, c'est un exercice de style assez brillant qui ne touchera, je pense, que les amateurs d'exercices de style, d'expérience oubapienne. Alors, j'en discutais avec Sebcam sur Twitter qui disait que oui, c'était bien, mais enchaîner 3 secondes et le sens après, il aurait manqué un petit truc entre les deux qui nous remette un petit peu de matière dans son récit, dans son histoire. Donc un Marc-Antoine, Jules Quentin Quefac, tu vois, quelque chose d'un peu plus narratif. Avec un peu plus de narration et surtout un peu plus de texte. Voilà. Parce que l'exercice est beau, c'est prenant, on se prend au jeu. Je confirme. Vas-y, raconte-nous ton expérience ludique. Juste avant, je te coupe, mais est-ce que finalement dans la bibliographie de Marc-Antoine Mathieu, il est important qu'il y ait un sens? Sans mauvais jeu de mots aucun. Non, je pense pas. Les Julius Quentin Quefac peuvent se dire dans n'importe quel sens, justement. Mais c'est justement ça. Donc, je dirais que on juge et on jugera Marc-Antoine Mathieu sur l'ensemble de sa production. L'ensemble de son œuvre. Et c'est qu'il nous fasse quelque chose de plus narratif entre 2 essais n'aura finalement peut-être que peu d'importance l'ordre dans lequel il aura pondu ses bouquins. Oui, voilà, non, l'ordre au final n'aura que peu d'importance, mais c'est vrai que quand on aime beaucoup cet auteur, une petite respiration avant 2 expériences assez intenses. C'est ça. Je suis un peu d'accord, c'est-à-dire que on est dans quelque chose d'assez particulier, d'assez expérimental. Ça n'enlève rien du coup, à la qualité. Tu suis un petit peu la construction, l'évolution du travail et ce vers quoi l'auteur a envie d'aller. Et du coup, redonner un petit peu d'éléments au lecteur, redonner un petit peu de mâche à tout ça, je trouve ça un petit peu utile. Là, c'est vrai que, voilà, ça, par exemple, c'est une énigme, je ne sais pas comment la résoudre. Ah, c'est du texte, ça se lit en fait. Moi, j'ai réussi à la résoudre. Ah oui? Oui. Ah écoute. En gros, il y a un texte où la police de caractère, c'est des lettres. Donc, je me souviens plus ce que c'est dit, mais je crois que c'est l'identité je sais plus, mais oui, si tu arrives à comprendre ce que chaque flèche représente, c'est une lettre. Moi, ta race. Ça y est, tu as commencé tu commences à voir au-delà du truc. Donc il y a tout un jeu. Il y a tout un jeu, avec une sorte d'alphabet au milieu. Mais j'ai mis du temps à le lire. Ah ouais, c'est chaud patate quand même. Voilà, mais c'est une trouvaille ludique, effectivement. Oui, donc bref. Donc pour en revenir à l'expérience, c'est quelque chose de très dense. Il n'y a pas de texte et pour autant on est clairement obligé
de revenir X pages en arrière quand on a certains éléments qui nous sont donnés. Ça peut se lire, se relire, se relire, et pour autant on n'aura pas forcément toujours la clé. C'est un peu comme Mulholland Drive. Ça fait partie de ces choses un petit peu ovniesques qui donnent toujours matière à réfléchir, et en fonction du moment où on va le lire, on va lui donner une interprétation ou une autre. Voilà, c'est... Moi aussi je vais faire un jeu de mots à la con, mais c'est pas dénué de sens. Non mais on n'arrive pas à la fin sans se dire tiens, ça peut vouloir dire ça, tiens, ça peut vouloir dire ça. Je pense plutôt que ça va dire ça plutôt que ça. Voilà. Justement, j'ai pas cherché de sens au sens narratif dedans. Pour moi, c'est vraiment une expérience narrative autour de la forme de la flèche, de la suivre, de où elle mène, de ce qu'on peut faire comme jeu avec. Je me trompe peut-être, mais moi j'y vois une espèce de message personnel et psychologique, philosophique, j'en sais rien. Voilà. Mais quel message? Instant spoil alors. Tu veux mettre un instant spoil? C'est-à-dire qu'on va donner un peu des infos, quoi. Alors, instant spoiler, 2 minutes pour nous dire un truc que vous avez peut-être pas envie d'entendre. Donc, on suit l'histoire de ce gars tout au long, où il suit ce que lui dicte une flèche. Cette flèche, ça peut être son avis du moment, ça peut être l'avis des autres. Et finalement, il se retrouve à la fin, Matt, essaie d'aller à la fin, où l'ombre devient lui-même. D'accord ? Enfin, oui, donc, c'est la flèche, son ombre devient la flèche. Son ombre devient la flèche. Donc finalement, son choix induit une réaction de cette flèche. Et qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va suivre la réaction ou est-ce qu'il va suivre son idée à lui ? Il se fond dans la flèche en rentrant dedans. Finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assied, il prend un moment de réflexion et du coup, il va être dans le sens de la flèche. Et là, il peut suivre. Et il est en accord pour la première fois avec son idée, ce qu'il veut faire et le sens de la flèche. Donc, l'idée, c'est un petit peu de se dire, je fais une introspection, je recherche en moi ce que je veux faire de ma vie, au lieu de suivre bêtement le diktat des autres. Le reste, c'est pas lui qui crée les autres flèches. Alors qu'à la fin, il est la flèche. Il se donne son propre sens. Il donne son propre sens à sa vie. Il se prend en main. Voilà comment moi je l'ai vécu la fin. Voilà comment je l'ai interprété. C'est pour ça que je dis cette espèce de petit message psycho, machin. Fin de l'instant spoiler. Oui, effectivement, c'est un point de vue intéressant, philosophique. Maintenant, je ne sais pas si Marc-Antoine Mathieu a pensé à toutes ces démarches philosophiques, ou si c'est pas simplement amusé à jouer avec une forme pour un exercice de style derrière. Est-ce que tu crois qu'il y avait un sens derrière, ou tu crois que la question c'est de savoir s'il y en a un? Alors, déjà, je dirais juste que je n'avais pas beaucoup aimé 3 secondes. J'avais beaucoup aimé les Julius. Mais justement, c'était déjà, je crois, le commentaire que j'avais fait sur 3 secondes, c'était j'espère qu'il y a quelque chose derrière que je n'ai pas compris, parce que ça m'a pas parlé. Donc pour le sens, je dirais la même chose. J'espère, oui, qu'il y a quelque chose derrière. Moi, ça m'a pas semblé accessible. J'ai feuilleté ça, je l'ai lu je l'ai feuilleté en entier, en m'arrêtant à des moments pour essayer de comprendre justement où était le chemin. Mais voilà, je l'ai fait en entier, mais ça ne m'a pas apporté grand-chose. Maintenant, oui, il y a certainement un message caché derrière, mais c'est quelque chose sur lequel il voulait nous emmener. Moi, ça m'a pas fait travailler, ça m'a pas fait voyager. Mais visiblement, Tizak a voyagé, donc c'est une réussite. Ouais, moi, je pense que ça fait partie d'un peu de ces bouquins où chacun y voit le message qu'il a envie d'y voir. Je trouve ça fort, voilà, arriver à faire quelque chose, à faire une œuvre. Alors parfois c'est une œuvre picturale, parfois c'est une BD, parfois c'est un texte où chacun va pouvoir y donner son interprétation du moment et à y trouver un sens et voilà, à vraiment créer une réflexion à partir de ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement l'auteur arrive à créer une réflexion en restant ouvert. Voilà, en ne donnant pas une réponse, en disant pas ça c'est la question, ça c'est la réponse, mais en donnant une situation qui laisse à réfléchir. Mais est-ce que son but n'est pas simplement de se faire se poser des questions et qu'en fait derrière il y a rien? Allez, peut-être. Mais la production de ce travail-là, en tout cas, moi, à mon sens, putain. Peut-être qu'il va écouter ton analyse et qu'il va faire ah, putain, comme je les ai niqués. Mais c'est fort possible, c'est ce que j'allais te dire. Moi, quand j'étais au lycée, on te filait un bouquin de Voltaire, de machin, de bidule ou de truc muche en te disant oui, l'auteur veut dire que. Mais putain, t'étais dans la tranche de l'auteur. Tu as discuté avec lui. Pour avoir fait de l'analyse, tu peux effectivement déterminer certaines choses que voulait dire l'auteur de façon avec des indices suffisamment forts pour le savoir. Oui et non.
Voilà, je veux dire, tu prends n'importe quelle merde de ta fille et tu vas lui dire, ouh là, elle a voulu dire que. Excuse-moi, ma fille ne fait pas n'importe quelle merde. Ce sont les merdes de ma fille. C'est bien ce C'est que je des dis. merdes de princesse. C'est ça, c'est ça. De princesse guerrière. C'est ça. De l'espace. Et donc voilà, après donner du sens à un peu tout et n'importe quoi, c'est très facile. On peut lui donner le sens qu'on veut. Donc voilà. Bon après, quand c'est une production littéraire, artistique ou autre, c'est un peu plus intéressant que d'autres. Quelle étagère? L'étagère expérimentale, celle où je mets les trucs que je peux pas classer. C'est des ovnis. Pour reprendre les ovnis. Moi, je le mets dans mon étagère Oubapo, quoi. Tous ces exercices de lecture. Ouais, mais pas tous Ouais, les mais ovnis. Il y a des ovnis qui sont pas d'Oubapo, tu vois. Il y a des trucs, tu sais pas où les classer, mais c'est pas... C'est pour moi, c'est pas Oubapo. Enfin, pour moi, ça me parle moins que Oubapo. Oubapoesque. Parce que Oubapo, j'aimais bien justement les exercices aussi où il y a de la narration. Oui. Et cette narration-là, je sais que voilà, c'était déjà le problème que j'ai eu sur le temps précédent, c'est que je la trouve pas. Et ça me parle moins. Oui, mais là, c'est un exercice sur le... Là, il y a un exercice graphique sur le symbole de la flèche qui est présent dans chaque case. C'est ça, c'est comment est-ce que je peux représenter une flèche sous des centaines de façons différentes, en fait. Où est-ce que je peux trouver une flèche dans mon environnement? Donc, c'est pour ça que pour moi, il y a cet exercice Oubapo, mais graphique. Plus sur le graphisme que sur la narration. On retrouve encore ce travail sur les perspectives où on zoome. On est encore dans cette dynamique-là, dans son travail. Voilà, bref. Bref, passons à quelque chose de beaucoup plus léger, mais pas forcément moins complexe. Blue Estate, le tome 4, le dernier tome de cette série chez Ankama, série de Victor Kolvatchev. Avec des guests dans cet épisode. Ouais, mais bien planqué. Hein. Très très bien planqué, parce qu'en fait, je t'avoue que j'ai même eu beaucoup de mal à savoir qui avait fait quoi. C'est exactement ça. Voilà, Alexis Briclot, Kieran, Kieran qu'on a rencontré au Festival des Calanques et des Bulles. Toby Cypress, Nathan Fox mais qui font Dave Johnson, Robert Vallée. Dave Johnson qui faisait les couvertures de 100 Bullets, donc c'est un tueur de sa maman. Oui, c'est un tueur de sa maman. C'est un tueur de sa maman. Les couvertures de 100 Bullets, ça déchire. Voilà, et toujours donc le scénario d'Andrew Osborne. Qu'est-ce que ça nous raconte dans les épisodes précédents. Donc nous avions quitté Rachel Maddox qui venait malencontreusement, tristement, elle était fort éplorée cette veuve, de perdre son mari, tué par Tony Luciano, qui est le fils de Don Luciano. Pourquoi elle a une décolleté jusqu'au pubis? Parce que là, ça c'est sa robe d'enterrement. Elle est très 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 triste. Elle les a pleurés. Ouais, c'est pour ça qu'il y a tout qui tombe. Et donc du coup, Tony fait buter le mari de Rachel. Maintenant, il essaye de vendre la maison. Son père, Don Luciano, qui est encore à la tête sur les épaules, essaye de lui faire amener un putain de canasson à un champ de course. Je vous fais ça un petit peu dans le désordre, mais c'est parce que c'est exactement l'histoire. Je vous retranscris ça pêle-mêle. Non, mais c'est pêle-mêle. En même temps, on a donc les Russes de Vadim, qui eux essayent de retrouver le paiement d'une livraison de je sais plus, c'est de la drogue ou des armes à feu. Pendant ce temps, Rachid compte ses pommes. On retrouve en fait voilà cette construction où on a une multitude d'histoires au cours des 3 tomes qui s'entremêlent, qui se croisent, qui des fois mènent à des situations mais totalement absurdes et presque surréalistes. Des vieux de la vieille, Don Luciano et Vadim, qui sont à peu près les 2 seuls gens qui ont un cerveau. Ouais, les personnes cérébrées de l'histoire. Les personnes cérébrées de l'histoire et qui des fois se tapent la main sur le front en se disant mais putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Surtout Tony Luciano qui est quand même lui il en tient une sévère. C'est le fils d'un papa mafieux qui donc se la pète mafieux, tu vois. Mais donc on a donc 4 neurones et demi et 2 écrevisses entre les oreilles. Donc on a dans ce tome 4 du sexe, on a de la drogue avec une scène de transport de cheval sur un champ de course qui est absolument, je dirais, cultissime. Oui, c'est assez hilarant. Les scènes de sexe sont aussi assez drôles, hein. Aussi, ouais, mais non. Parce que c'est une discussion en même temps au milieu. Ils sont en train de discuter comment il se passe le téléphone. Ouais, mais c'est pas ça. C'est moi, je reste sur la scène, voilà, du transport du cheval qui est... Il est stone. Ah non, il est pas stone. Il est rentré, en fait, dans sa condition de cheval, si tu veux. Il a fait une sorte d'introspection complète qui fait qu'il est totalement aware. Il a des dreads et un bonnet de Bob. Ben oui, parce que c'est comme ça que maintenant il est, tu vois, il a tout compris à la vie. Il est déjà, tu vois. Donc, ce tome 4, en fait, qui va clôturer notre histoire, c'est le feu d'artifice. Ça explose, ça castagne, ça défouraille à tout va. On a des trucs. Mais qu'est-ce que c'est dur à suivre. Voilà. Mais finalement,
Ben, je trouve que c'est voilà, c'est la fin de série où ça finit en apothéose avec du bam, boum, bim, c'est super dynamique. Je m'étais un peu ennuyé sur le tome 3, qui était un peu décousu, je trouvais. Et là, le tome 4 m'a vraiment... C'est le temps entre les tomes aussi. Entre le 2 et le 3, t'as eu beaucoup de temps, je crois, et que là, t'as eu moins de temps. Entre Ouais, le 3 et j'ai le un peu 4, moins c'était peut-être un peu plus frais. Tu t'es peut-être un peu plus concentré. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis beaucoup plus concentré sur le résumé du début. Qui te remet un peu les choses au clair, parce que c'est vraiment complexe, hein, comme enchevêtrement de situations. L'histoire est simple en soi, mais il y a beaucoup de machin qui voit machin, qui fait truc, qui... Enfin, tu vois... disons que c'est la solution de toutes les histoires qui se sont entremêlées depuis le début. Avec... donc le clan des Siciliens, le clan des Russes, le flic... Et son fils. Et du privé. Et aussi donc les hommes de main et la fameuse Rachel Maddox qui se retrouve elle aussi au milieu, on sait pas trop pourquoi. Enfin, et un tueur à gages. Et un tueur à gages, et donc du coup il y a une histoire d'amour. On va essayer de finir tout ça, et voilà, ça part. Il nous manque finalement pour profiter pleinement de ce truc, c'est une bonne bande son. Voilà, c'était vendu comme sur une sorte de Tarantino. Je pense que ça vaut le détour finalement sur les 4 tomes. En plus, je vous le conseille parce que bon, pour avoir cherché sur Amazon pour Noël en fait, parce que je voulais en faire un cadeau à quelqu'un, mais il vous offre les 4 tomes pour 50€, ce qui vous fait gagner quelques euros. Mais je dis bien quelques euros. Ça peut être sympa comme cadeau. Oui, 50€ les 4 tomes, c'est assez... Sachant qu'ils sont chacun à 14... un peu plus que 14€. Ils sont à AKM 19. AKM 19, voilà, ça. C'est 13,90 alors. Ouais. Oh. Totalement du pif. Totalement ça sent le beau bluff, ça. Eh ben, je suis assez d'accord. Au niveau scénaristique, j'ai été un peu paumé dans tous les sens. Moi, j'ai eu un peu du mal, mais voilà, il y a des scènes un peu cultes. Ça m'a donné envie. Ouais, peut-être que c'est la BD que je vais ranger et puis que je te réemprunterai un de ces 4. L'avantage, c'est que surtout ces 4 tomes. Oui. Voilà. Et moi, j'ai trouvé que c'était sympa. Voilà, plutôt bien foutu. Au niveau du dessin. Excuse-moi, mais à partir de la page 30 jusqu'à la page 71, ça tire dans tous les coins. Mais j'ai dit que c'était le feu d'artifice. Hein, c'est l'apothéose. C'est en fait, on finit toutes les histoires d'un coup parce que tout a été mis en place au cours des 3 premiers tomes, et en fait là on arrive à la scène de shoot finale, quoi, à la John Woo, la scène de shoot qui va durer pendant 10 minutes. Où tu vas te balader sur 4 décors différents, parce qu'en fait les mecs ils continuent à défourailler tout en se poursuivant, tu vois. Ouais, j'ai eu l'impression là pour cette semaine, je me suis fait une petite sieste, et pour m'endormir j'ai mis Red avec Bruce Willis, etc. Vas-y, tu as une bande dessinée de Warren Ellis. Tu vois, tu fais de belle transition. Et en fait, pendant la moitié du film, et ça m'a réveillé à ce moment-là, ça se met à tirer et ça ne s'arrête plus. Et c'est le moment où ça s'est arrêté. Et ça ne s'arrête plus du tout. C'est-à-dire que quasiment à partir de la moitié du film, il y a une mitraillette automatique qui se met en route, et on change de plan. On voit toujours la mitraillette automatique. Cette scène-là doit durer plus de 5, 6, 7 minutes. Elle est en mode automatique, il n'y a plus personne derrière, et ça envoie. Et puis on change de plan, on est passé sur une autre scène avec encore des armes automatiques, et ça n'arrête pas jusqu'à la scène finale. Oui, là oui, c'est le scénario de Battle Los Angeles, ça aussi, non? Bon, le dessin. Voilà, c'est un dessin que moi je trouvais très péchu, dynamique, très vif, avec un ancrage très noir, profond, qui en jette et qui donne la patate. Ça va les malades là Ouais, mais écoute, on fait ce qu'on peut. Et plutôt efficace, avec une mise en couleur assez moderne qui déborde. C'est la mise en couleur qui déborde, c'est-à-dire que parfois les couleurs sortent des cases très très étranges et dynamiques, qui marchent très bien, qui va très bien dans le ton de l'histoire. Par contre, oui, il y a plein de guest stars, mais alors je sais pas, ils ont peut-être fait des couvertures qui à la fin, mais oui, parfois tu arrives à te dire ah oui, effectivement, là c'est pas un même dessinateur. Pour oui, une le case, dessinateur est différent, mais j'ai pas réussi à trouver en fait qu'est-ce qu'ils avaient fait chacun. Ça veut dire qu'ils sont attribués, qu'ils sont bien intégrés dans la BD, je trouve, quelque part. C'est plutôt sympa. Mais ça aurait été sympa d'avoir tel dessinateur de telle page à telle page, tu vois, c'est pas... Ouais, mais c'est du guest clin d'œil, c'est ça l'impression que ça donne. Le jeu, c'est de s'amuser à essayer de trouver quelle case a fait qui. Oui, c'est du clin d'œil. Disons que je les aurais pas forcément mis, effectivement, dans la liste des auteurs. J'aurais plutôt dit merci à machin chose à la fin, tu vois. Ouais, bref.
Moi, j'ai beaucoup aimé la couleur. Par contre, le dessin, je l'ai trouvé un petit peu inégal pour le coup et pas toujours fignolé, on va dire. Vraiment un peu à la serpe et parfois ça sert le dynamisme, on va dire, mais parfois c'est à la serpe parce que c'est à la serpe, quoi. Et je trouve ça un petit peu dommage, notamment sur certains visages, les plans rapprochés. D'accord. Quelle étagère? Oui, je le fais en Action. Pour moi, ce sera l'étagère de la BD américaine, parce que c'est une étagère pour moi à part. Ouais, c'est les... Ouais, c'est l'action péchue. Je le mets dans le truc où tu peux te vider le cerveau en les lisant et en passant un bon moment. Moi, c'est à côté du DVD de Kill Bill et Pulp Fiction. Ok. On passe à la suite. Les enfants sauvages. L'idée qu'un enfant puisse grandir au milieu des animaux se trouve au cœur de nos mythologies. De Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome, au Tarzan de Edgar Rice Burroughs, tous témoignent d'une adaptation surprenante à la nature sauvage. Mais le moins connu d'entre eux est sans doute celui qui vous surprendra le plus. L'enfant sauvage de Marseille. L'histoire se déroule à Marseille dans les années 2015. Le jeune Méhu est trouvé dans un champ de salade dans les quartiers nord de Marseille. Le couple de randonneurs qu'il découvre est choqué par la vue de cet être qui semble à peine humain. Il boit dans les flaques d'eau et se nourrit de ses sécrétions nasales. Pris en charge par l'administration privée, l'enfant est placé dans une école sans y être préparé. C'est un choc pour lui, comme pour l'école. Cette inadaptation amène son lot d'incompréhension. S'il boit toujours l'eau des flaques, il commence à déféquer dans la cour devant les autres élèves. Les professeurs d'études scolastiques qui le suivent n'arrivent pas à expliquer son cas. Pourtant, certaines de ses actions incompréhensibles ressemblent à un début de communication. Il lèche les chaussures de son maître, embrasse et bave sur les genoux de ce dernier. Aucune étude ne semble relever de logique dans ses actions, dignes d'un rite ésotérique. Mais le plus étrange arrive un jour de Mistral. Penché sur le palier de l'école, il ouvre et referme sa mâchoire, aspirant de grandes coulées d'air. Après des études complexes, les enseignants en charge du dossier trouvent une explication. Le jeune Méhu mangeait le vent qui passait sous la porte. Il se nourrissait de l'air de l'extérieur, comme si l'école était une prison pour lui. Son rituel s'achève lorsque, pris d'une envie de liberté, il soulève son t-shirt pour s'envoler. Quelques jours plus tard, il disparaît pour ne jamais revenir. S'agissait-il réellement d'un enfant sauvage ou simplement d'un poète incompris de notre siècle? La question est toujours sans réponse. Un bel hommage à Axolot, l'émission vidéo que vous pouvez voir sur YouTube, animée et écrite par Patrick Beau. Qui ne raconte que des histoires vraies. Oui, oui, que des histoires vraies, un peu comme nous. Nous puisons nos idées dans la réalité. Et nous allons donc parler de cette bande dessinée qui est basée sur les écrits et les histoires fantastiques que Patrick Beau peut sortir et qui est dessinée par de nombreux illustrateurs de talent. Geoffroy Monde, Adrien Méniel, Marion Montaigne, Guillaume Long, Sibylline et Capucine, Tony Sandoval, Camille Mong, Erwan Surcouf, Nancy Peña, Yannick Lejeune, qui est plus scénariste, et Boulet. Et Libon. Aussi. Libon j'allais dire, t'as oublié Libon. Oui, parce que il est écrit à l'envers, lui. Sur la couverture. Ah ouais, non, j'ai cru que t'allais faire un truc un peu plus pipi caca quand même. Ah non, ça va. Non, ça va. Vas-y, non, c'est bon, continue. Bon. Axolot, donc, ce sont des bandes dessinées inspirées par les histoires de Patrick Beau, ces histoires étonnantes. Axolot, son slogan, c'est source d'étonnement, mais des histoires vraies qui nous semblent complètement hallucinantes. Alors, bien entendu, les auteurs ont pu prendre certaines liberté vis-à-vis des histoires pour rajouter de l'humour, pour rajouter de l'action, et donc parfois ça n'a rien à voir, mais elles sont toujours accompagnées en fin
de l'histoire par une petite explication de Patrick Beau qui nous raconte l'histoire originale pour nous remettre dans le contexte et nous montrer la différence entre l'interprétation des auteurs et les sources d'informations qu'il en a tirées. Et puis dans certains cas pour nous éclairer aussi clairement parce que parfois la BD laisse un petit peu perplexe. Donc nous allons apprendre l'histoire de Mike, un poulet qui a vécu sans tête pendant de nombreux jours. Nous allons apprendre différentes techniques qu'a le cerveau pour nous tromper. Nous leurrer. Nous allons apprendre ces histoires de phénomènes de sommeil éveillé. Ou de sommeil avec un cadavre qu'on a empaillé, habillé et avec déterré, avec lequel on a fait des trucs un peu immondes. Vous visiterez l'étonnante île aux poupées. Vous allez découvrir aussi des arbres, des arbres étonnants et surprenants. C'est un petit peu le fil rouge. Oui. Enfin voilà, plein de petites rubriques. On a l'impression d'être dans une revue, en fait, parce que on a des petites rubriques qui reviennent au fur et à mesure. Voilà, plein d'histoires. J'allais dire inégales, certes, parce que elles sont très différentes, mais toujours très agréables parce que on a des thématiques. L'histoire des trois Christ aussi. Les trois Christ, je me suis pissé dessus de rire. Voilà, donc c'est en gros deux gens qui se prennent pour le Christ et on leur ramène Jésus-Christ et ils leur disent mais prouvez-moi que vous êtes moi. Et voilà. Donc Jésus les met au défi et bien sûr ils se plantent. Voilà. Et à la fin les deux autres disent mais et toi qui nous prouve que tu es Jésus. Et bien évidemment, le Jésus en question n'était autre qu'un troisième patient. Et donc et ça nous amène de tout. On a de l'histoire d'horreur, de l'histoire d'amour, de l'histoire humoristique, celle du. Enfin, Libon, moi j'adore. Alors le poulet sans tête est fantastique. On a de la démonstration un peu plus technique avec le travail d'Adrien Méniel, qui est aussi connu sous le nom de Aka pour ceux qui le suivent sur Internet. Bref, un très très bel objet au style graphique varié, mais de qualité. On retrouve en gros un peu Oui, il y a Marion Montaigne aussi. Enfin, ouais, voilà, on a les perles de ces auteurs qui ont beaucoup de succès sur Internet. J'ai adoré l'article de Marion Montaigne. Oui. En plus, l'histoire derrière est hallucinante. L'histoire derrière est absolument hallucinante. Voilà. Ouais, on a un peu la crème de ces auteurs d'internet. C'est beaucoup d'auteurs qui ont des blogs, qui sont connus pour leurs blogs, qui ont participé là-dessus. Pour quelqu'un qui s'est révélé sur internet, parce que Patrick Beau a commencé avec un blog, il a auto-édité son premier bouquin. Et ensuite, il s'est fait connaître derrière. Il a commencé à faire des vidéos, parce que je crois que son coloc, qui n'est rien d'autre que François Terrel, le fossoyeur de film, lui dit ouais, fais des vidéos, voilà. Tu verras, c'est bankable, tu vas gagner des sous. Ouais. Donc, tu fais vachement bien. Vas-y, le haussement de sourcil, tu maîtrises? Il maîtrise le haussement de sourcil comme le fossoyeur. En fait, je suis sa doublure, tu le sais pas? Non. Mais lui non plus d'ailleurs. La doublure un peu plus. Non, mais moi je double ronde. Ah, tu doubles le pupus, ça, oui, bon. Regardez le Fossoyeur de film si vous n'avez rien compris à nos blagues. Vous reviendrez ensuite, mais regardez. Mais par contre, vous allez perdre peut-être environ au moins 2-3 heures de votre vie. Mais vous serez mort de rire. Donc voilà ce que moi j'en ai pensé. C'est du scénar captivant, mais j'aime les histoires de Patrick Beau, j'aime la façon qu'il a de raconter de façon générale. C'est des dessinateurs fantastiques que j'adore tous globalement, et j'ai appris à adorer ceux que je ne connaissais pas. À vous. Thio. Comme il renvoie le ballon. Alors c'était. Je suis poli. Alors moi j'ai lu le book. Alors donc j'ai découvert la chaîne YouTube de Patrick Beau par une lointaine soirée où on était fatigué et où Pifi me dit il faut absolument que tu regardes. On peut regarder YouTube sur ma télé. Voilà, je fais vas-y envoie. Là il me montre Axolot et là je lui fais putain mais montre-moi le suivant. Et là il me dit il y en a plus. Et j'ai fait merde. Voilà. Du coup je me suis fait offrir le premier bouquin de Patrick Beau. Qu'il a auto-édité, puis ensuite la bande dessinée Axolot pour cette. Il y a un autre bouquin aussi. Et oui, c'est les 20 personnes au destin extraordinaire que j'ai pas encore, mais ça va arriver. Et tu auras l'histoire qui a servi au prochain film au film qui a dû sortir maintenant de Angelina Jolie. C'est ça. Bon, et donc du coup, pour en revenir à Axolot, la bande dessinée, c'est excellent. On retrouve vraiment les histoires qui ont été un petit peu changées, un petit peu modifiées par les dessinateurs, mais ça ne fait que du bonus. Le seul truc qui me chagrine, c'est que je n'ai plus la voix de Patrick Beau qui me raconte l'histoire. Oui, c'est vrai parce qu'il voilà, mais raconte bien. Il raconte vraiment très très bien.
Mais après, voilà, c'est vraiment Oui, mais tu as les dessins magnifiques. Tu as les dessins qui font que du coup ça t'illustre le truc de manière excellente et au moins ça te fait vivre la chose. Voilà, je trouve que Axolot est un super site, une super émission et d'essayer voilà de le mettre dans différents formats, c'est une excellente idée. Je ne peux aller que dans votre sens, les enfants. C'est excellent de bout en bout. C'est intelligent, c'est drôle, c'est bien monté, c'est du joli travail. La construction du récit sur Île Danse m'a laissé très perplexe sur le côté Memento. À la lecture. Côté Memento, construction à tiroir mais inversée chronologiquement. Sans qu'on sache du coup vraiment où est-ce qu'on veut aller. C'est là que je te disais qu'heureusement qu'il y a le texte explicatif quand même, parce que du coup paf d'un coup toutes les pièces du puzzle se remettent bien en place. Moi je connaissais l'histoire avant le texte explicatif, donc effectivement c'est exactement ça, plus facile pour moi. Moi j'ai lu le livre avant de lire la bande dessinée, et en fait la bande dessinée est l'adaptation de toutes les histoires du livre, enfin quasiment toutes je crois même. D'accord. Oui, un truc qu'on n'a pas signalé, il y a aussi des brèves, il y a des plans, il y a des pages où il y a juste plein de petites brèves, petits faits. Et ça j'ai détails, absolument adoré. Des trucs pour briller en soirée, en fait. Ouais, mais au-delà de briller en soirée, c'est juste super fun, tu relis ça, c'est plein de petites anecdotes qui sont soit drôles, soit tragiques. Et qui sont parfois beaucoup plus documentées dans d'autres bouquins qu'il a fait ou dans ses émissions. Voilà. Il y a certains phénomènes dont il parle très rapidement sur un truc, qui ont fait une émission, il parle de la relique d'Axum par exemple. Ouais. Il a fait toute une émission de YouTube dessus. Là, il en parle en 5 lignes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on se dit qu'il a quand même une mine d'informations et de sujets à traiter. Là, il y a eu une sélection. Alors, je ne sais pas par contre si la sélection a été faite par Patrick Beau ou par les auteurs qui ont pioché. Voilà, c'est les auteurs qui ont choisi. Pour savoir ce qui les inspirait au niveau du traitement. Parce qu'après voilà, il y a la mise en forme graphique qui doit forcément du coup inspirer l'auteur pour que ça soit réalisé de manière intelligente. Voilà, moi j'ai pas trouvé qu'il y ait quelque chose qui soit en dessous. Le bouquin est riche aussi bien sur le travail des auteurs de BD que sur ces petites planches avec les petites brèves, que sur le fil rouge avec les arbres, que sur le deuxième fil rouge avec le fonctionnement du cerveau et la façon dont il nous leurre. Ça pourrait être rébarbatif tellement il y a d'informations intéressantes. Et à la fin, c'est traité de manière ultra maline, ultra intelligente, et ça se lit, mais voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé les arbres, parce que c'est Guillaume Long qui donc a dû choisir le sujet, vu qu'apparemment ils ont tous choisi, et qui est allé là où on ne l'attend pas. Guillaume Long, il fait le blog à boire et à manger, il fait la BD Tétinman, donc il fait des trucs rigolos, des trucs de bouffe, et là il dessine des arbres, et c'est superbe. Ces planches sont vraiment jolies. Ces arbres, il est chiant. Voilà, et c'est vraiment un endroit où on ne l'attendait pas, et je trouve ça mieux encore. Allez, le seul petit reproche que je ferai au bouquin, c'est que on ne sait pas clairement qui fait quoi. Si. C'est-à-dire que il faut aller faire sommaire, il y a des moments t'es en train de dire un truc, tu fais merde, c'est qui l'auteur déjà? Non, là t'abuses. C'est pas comme dans Blue Head State où tu y a pas d'infos. Là t'as au début tu as donc chaque histoire, tu as le numéro de la page et tu as la personne qui l'a fait. Oui, voilà, mais pendant que tu commences à lire l'histoire, il faut que tu ailles au sommaire, regarder la page. Enfin, je veux dire, c'est pas aussi évident que d'avoir écrit le nom de l'auteur au début de l'histoire. Je suis d'accord avec vous deux. L'information est donnée. Non, mais je suis d'accord, Matt. Oui. L'information est donnée, mais je l'ai fait pas plus tard que cet après-midi puisque j'avais fini de le lire à midi. Quand je suis allé voir l'histoire, le nom de l'auteur était pas marqué sur l'histoire. Donc du coup, je suis allé me faire des allers-retours entre le sommaire et l'histoire pour savoir qui avait peut-être fait voulu. Et justement, on pourrait rajouter que ça faisait peut-être partie du jeu d'essayer de trouver en fonction du dessin qui était l'auteur, parce que du coup, on en connaît quand même pas mal. Non, mais c'est peut-être voulu aussi. Hein, je veux dire, j'en sais rien si c'est. Bon, qui c'est par exemple celui-là? Le Turc mécanique. Oui, non, c'était facile ça. Qui c'est? C'est Boulet. Voilà, c'est bien, tu vois. La cellule de machin, là, de la meuf. Marion. Oui, mais ça, c'est des auteurs au style reconnaissable entre mille. Aka aussi, tu reconnais enfin, Adrien Méniel, tu reconnais son style entre mille. Ouais, enfin bon, je fais des choses quand même. Voilà, bref, c'est une excellente lecture. Ça se lit tout seul et ça se relit et ça se re-relit. J'ai passé un excellent moment, mais vraiment un excellent moment. Voilà, donc Axolot, on vous invite à aller voir tout ce qui se fait autour d'Axolot parce que tout c'est bien, Patrick Beau est quelqu'un de très sympathique. Vous pouvez le retrouver régulièrement car il a une rubrique dans tous les numéros de Arg, le magazine qui ne nous avait pas convaincu mais qui a quand même des choses pas mal. La couverture du prochain Arg d'ailleurs, elle déchire ses mezzos, c'est superbe et voilà. Tu sais quoi, je vais te faire une transition du feu de Dieu. Ouais. Axolot, c'est tout ce que j'ai aimé dans la revue dessinée sans tout ce que je n'ai pas aimé dans la revue dessinée. Express.
Et si on parlait du dernier tome de la revue dessinée, par exemple, Ah, putain de transition. en express. Donc la revue dessinée, toujours cette revue trimestrielle d'actualité, avec des sujets très divers et très variés, qui continuent à nous mélanger. D'ailleurs, des gens s'en plaignent dans le courrier des lecteurs qu'il y a des passages qui soient moins BD que ce qu'ils faisaient avant. Mais leur réponse est plutôt bonne et assez juste, qui sont dans l'expérimentation encore. Bref, des sujets très variés, des sujets fort intéressants. Thio, ton sujet préféré? Est-ce que tu arrives là, ça te revient rapidement, ton sujet préféré? Il cherche. Tu vois, je recherche s'il y a un truc qui d'un coup me... Tel Lycos. Bah, je dirais un qui m'a très très peu emballé. C'est le sujet sur l'urbanisme. Oui. Ça m'a pas... Ah, je trouve ça intéressant, ça m'a pas... Ben, voilà. Intéressant peut-être, mais ça m'a pas non plus quand même... voilà. Je te citerai en fait... j'en dirais 3. Vas-y. Le passage... attends, Francis juste pour être Holm. sûr. Voilà, celui-là, je suis OK. Celui-là, celui-là, celui-là. Alors, le passage sur l'histoire de Francis Holm, Oui. qui est l'histoire d'un serial killer, où du coup on a un serial killer, où on a un quoi, et où on a vraiment la découverte, on va dire, d'un tueur en série français dont on connaît le nom, mais je l'avoue, et je pense heureusement, sans connaître en fait tout son palmarès à cet homme, qui est quand même à peu près hallucinant. Mais ensuite, je dirais en 2, le passage sur l'intérim, qui est, je trouve, super bien dessiné, très caustique. En fait, c'est un journaliste qui nous raconte comment il est devenu intérimaire. Voilà. Et c'est très très bien. Et puis le dernier, parce qu'il faut quand même finir sur une petite note qui rigole, c'est Marion Montaigne qui se met à l'haltérophilie. Oui. Et ça n'a pas de prix. Par contre, voilà, le seul souci, c'est ça, c'était trop court. Ton sujet préféré? Dès que tu me passeras pour le lire, je te dirai. Bon, alors moi je vais pas laisser le mien. Alors j'hésite parce que alors les rubriques qui reviennent régulièrement sont toujours toutes bien en fait, les rubriques régulières. Le truc sur l'histoire de l'informatique. Je l'ai moins aimé ce coup-ci. Passion Bites. Ouais, la chronique musicale aussi est toujours très sympa. Ouais, mais la sémantique, enfin ouais. La sémantique était drôle, mais le truc musical, ils ont quand même sorti, je trouve, un mec un peu... Tu te rappelles le bouquin qu'on avait lu, là, Rock 90 ans de rock ou, Oui. J'ai trouvé qu'ils nous ressortaient des auteurs à peu près autant barrés, quoi. Non, mais c'est ça, moi, c'est ça que j'aime bien, parce qu'à chaque fois, ils nous sortent des auteurs bien barrés. Bref, moi, j'ai beaucoup aimé le 48 heures à la crime, où ils sont à la criminelle, et on voit comment ça marche en vrai. Pas comme dans les experts. Et puis pas comme dans Julie Lescaut. Ouais, mais finalement, dans les experts, donc du coup, ils nous mentaient pas quand ils arrivent à avoir des traces ADN en 48 heures. Oui, c'est ça, oui. Non, mais finalement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le remettaient en doute, et je vous avoue, moi le premier, alors, au départ. Peut-être que dans les premiers épisodes, c'était... Mais il y a 10 ans. visiblement, à la crime, ils arrivent à avoir des résultats en 48 heures. Les experts, ils sonnent toujours en avance sur leur temps. Non, ils arrivent à avoir des résultats quand l'enquêteur rentre dans le bureau. C'est-à-dire quand ils rentrent dans le bureau, l'enquêteur, ils discutent, et d'un coup, ah bah attends, les résultats viennent d'arriver. Ouais, mais là, ils sont synchro, c'est une équipe, c'est une team, ils sont soudés. Oui, mais voilà. C'est vrai que ça aussi, c'était un passage intéressant parce que tu découvres aussi comment est montée une équipe de la criminelle et toutes les personnes qui y sont et quel rôle particulier elles ont. Et le rôle et l'importance administrative pour que une preuve soit irréfutable. Et j'ai bien aimé le petit résumé à la fin qui dit que maintenant, en fait, voilà, les aveux ne comptent plus. Quasiment, on va dire pour la police française, c'est maintenant que les preuves matérielles, enfin les faits, quoi. C'est des experts Las Vegas, pour parler des experts Las Vegas. Las Vegas, ouais. C'est en gros d'abord ils trouvent les preuves et ensuite ils ont les aveux, mais d'abord ils arrivent à prouver qu'il est coupable. C'est ce côté-là. Mais oui, mais moi c'est surtout le côté administratif que j'ai trouvé intéressant où tu as les gens qui prennent des notes, machin chose. La procédurière. Ouais, procédurière, voilà. Ça c'est le truc. Enfin, j'imagine pas la pression que cette personne doit avoir de se dire si je foire un truc, en fait, on peut avoir un non-lieu, quoi. C'est. Ouais. Alors, ton sujet préféré, Isaac? Ah mais non, je l'ai pas lu, donc je l'ai pas. Ah, tu l'as pas lu? Je pensais que tu l'avais lu, pardon. Non. Bon bah voilà, donc ton sujet préféré, nous ne l'aurons pas. Bref, la revue dessinée numéro 6. Mais là, comme ça, de ce que vous avez dit, c'est le dernier là qui me. Ça et l'intérim. Voilà. Ok. Hors sujet. Marvel's Agent of Shield et Agent
Carter. Deux séries télé que Thio est allé regarder pour nous. De ce que j'en sais, sans avoir vu aucune d'entre elles, la saison 1 de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. avait plutôt déçu. Un tout petit bémol, je n'ai pas encore vu l'agent Carter parce que ça commence juste à sortir D'accord. et que je ne les ai pas encore regardés. D'accord. Mais j'ai lu plusieurs critiques qui semblent excellentes. Tu attends que ton ami qui vit aux États-Unis t'envoie les VHS. Exactement, parce que bien évidemment, Les j'en Betacam, suis, s'il te plaît. et surtout c'est qu'il faudra que je récupère aussi quelqu'un qui me fasse une petite traduction en dessous. Voilà, un Ouais. petit sous-titre. Ça m'aide aussi parce que sinon j'ai un petit peu de mal. Voilà. Ah, en fait, juste un petit hors-sujet, du hors-sujet. Je pense que le mois d'avril sera le mois où je vais me mettre à Netflix, car tu vas avoir le spin-off de Breaking Bad qui va sortir, ainsi que Daredevil, ce qui fait deux très bonnes raisons de se mettre sur Netflix. Plus tout le reste que tu auras le temps de voir, c'est-à-dire environ 12 ans de vidéos. Voilà. Donc reprenons. Mais que nous raconte Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Eh bien, c'est l'histoire de l'agent Coulson qui n'était pas mort en fait dans le film Avenger. Oh. Ce que beaucoup de gens avaient dit à la fin du film Avenger, avaient dit mais le meilleur coup de Nick Fury, ça aurait été de dire aux Avengers que l'agent Coulson était mort. En fait, c'était pas vrai, c'était juste pour les motiver. Et ben c'était le cas. Et donc Agent of S.H.I.E.L.D. avait un pilote qui a été fait par Joss Whedon. et qui était dans un humour un peu décalé, un truc vachement Fun et péchu. Et malheureusement, les premiers épisodes de la saison finalement avaient un petit peu perdu ce côté-là, très clairement. Comme c'était dans le procedural, quoi. C'était le phénomène de foire de la semaine. C'est un peu ça, avec en même temps une intrigue qui va se monter petit à petit. Clairement, les premiers épisodes, les acteurs jouent pas. Enfin, moi, j'ai pas trouvé le jeu des acteurs exceptionnel. Ils sont franchement pas bons. Non, moi, je vais être. Non, parce qu'après, sinon, je peux pas non plus dire que j'ai aimé la série, tu vois. Donc, il était pas franchement exceptionnel, mais au fur et à Il ne peut mesure, que progresser. au fur et à mesure, je trouve qu'ils sont vraiment devenus fun. En plus, C'est un ils peu se comme sont- les acteurs de Supernatural. Ouais, enfin bientôt ils seront moins C'était mauvais. pas terrible la saison 1. Donc, Vers la saison 25, ils Alors, seront pas trop mauvais. Donc, Ouais. je vais quand même rester sur mon sujet. Au fur et à mesure de la saison, ils ont pris, je pense, un petit peu plus. Ils sont essayés un petit peu de revenir vers le pilote où on a un petit peu plus d'humour. Et avec l'agent Coulson qui nous fait des fois des réflexions qui sont à peu près d'un autre monde avec certains de ses subordonnés. Je ne sais pas si elles seront conservées sur la version française car c'est mon cousin américain qui me les envoie. Mais elles sont quand même vachement cinglantes, c'est excellent. Et ensuite, le scénario va vraiment prendre de l'épaisseur et on va arriver à un moment où on va avoir un putain d'épisode what the fuck où je suis resté à me prendre une grande claque dans la gueule en me disant « Oh putain, je l'avais pas vu venir ». Oh. Et là, alors peut-être que d'autres personnes diront que franchement c'était prévisible, ils l'avaient vu déjà depuis toujours le des gens qui disent pilote, qu'ils ont tout. Bah ok, les gars, vous avez tout vu, vous étiez devant, Non, mais c'est super. c'est ce qu'ils disent dans Exolot, justement, sur l'esprit qui nous fait croire Ouais. qu'on a vu Voilà. que. Voilà. Mais moi, je l'ai vraiment pas vu venir et ça a été un retournement de ma race où je me suis dit oh putain, mais c'est trop fort. Et là, dans ta tête, d'un coup, tu te fais une sorte de tu revois tous les épisodes et tu te dis ah oui, peut-être qu'en fait ah oui et ça oh merde. Et voilà. Et c'est une fin de saison 1 qui est excellente, Nick un Fury début de est saison une femme. Je le répète, Nick Fury est une femme. Non, il est C'est hermaphrodite. chez Marvel, on est plus à ça près. Hein. Et donc ensuite, voilà, début de la saison 2. Sector est une femme maintenant. Oui, bon, vas-y, reprends. Mais il a été une grenouille aussi une fois. C'est Ouais. Tourette. Non, non, c'est Mais toi. d'ailleurs, dans Silas Corée, Nam, il considère que Thor, c'est le fils débile de Odin, quand même. Oui. Voilà, c'était juste pour refaire un truc qu'on a parlé tout Fils à l'heure. débile d'Odin. J'ai beaucoup aimé. Ouais, il a un fils un peu demeuré qui a un marteau. Marteau. Donc j'en étais à saison 2. Saison 2, ça part quand même où on est après. Ah oui, excusez-moi, je vais quand même juste citer quand même que dans la saison 1, on a aussi le passage du soldat de l'hiver. Donc la fin du Shield. Le Shield disparaît, le retour Une d'Hydra. série qui s'appelle Agent du Of Shield. Shield. Et oui, c'est là on se dit mais merde, comment est-ce qu'ils vont continuer vu que normalement dans Ouais, on fait des Black dans Ops. la ligne Marvel, on a le Shield qui disparaît totalement à cause de Agents of Hydra. X-Shield. Eh bien, ils vont continuer d'une certaine façon. Un Black Ops, tu as raison, pour un moment, et puis ensuite ça va devenir peut-être autre chose. Vous le verrez dans la saison 2, ça devient
moi je trouve voilà, c'est une bonne série, on prend du bon temps. Maintenant l'agent Carter, vas-y. Est-ce que ça a repris ce côté qu'on a dans les séries de Whedon justement, qui en général les premières saisons te posent un peu des bases, c'est sympathique, et puis vers la fin de la première saison tu fais ah oui quand même, et après ça devient bien. Ben je pense que il y a eu des petits jalons qui ont été posés et qui vont commencer à être résolus dans la saison 2. Peut-être. Avec l'arrivée des films qui arrivent derrière, faut bon. Mais clairement, je pense que ça va. Enfin, moi, c'est une série sur laquelle je passe vraiment du bon temps. Voilà, c'est agréable à regarder. Ce sera peut-être pas la série du siècle pour certains, mais en tout cas, c'est efficace au niveau du scénario et je trouve que ça monte vraiment en puissance au cours de la première saison. La deuxième saison, j'en ai vu 2-3 épisodes pour l'instant. On est dans la continuité de la fin de la première. Agent Carter, je vais en parler vite fait parce que je ne l'ai pas vu, juste pour information. C'est donc l'histoire de la copine de de Captain America, oui, de Captain America, qui dans les années 40, en gros, tout le monde croit qu'il est mort, etc. C'est la fin de la guerre. Elle se retrouve avec les hommes qui reviennent pour faire tout le boulot administratif, en gros. On la reprend pour la boniche alors qu'elle est super douée. Donc petit truc féministe sur le rôle de la femme, etc. Et en parallèle, elle doit enquêter sur une sorte de complot qui voudrait faire tomber le père de Tony Stark. Et elle enquête avec le majordome de Monsieur Stark, qui est Jarvis, qui va inspirer plus tard le robot, l'intelligence artificielle de Tony. Bref, parce qu'on a volé les technologies de Stark. Elle a fait une petite apparition justement dans Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. où on a une sorte de petit flashback à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et où on la voit, l'agent Carter, avec l'équipe du Captain America. Tous ceux qui étaient dans le film Captain America le premier. C'est quand même un personnage qu'on a vu mourir à l'écran. Qui l'agent Carter. Oui. On l'a vu mourir à l'écran au début de... Oui, mais attention. Oui, ce qu'on voit, ce que nous montre Nick Fury, n'est pas toujours la réalité. Bon, quoi qu'il en soit... Mais Nick Fury n'était pas encore vivant. Peut-être. Bon. Quoi qu'il en soit, ça a l'air plutôt prometteur, les critiques sont plutôt bonnes, donc je pense que... en fait, ouais, voilà, c'est une série, Agents of S.H.I.E.L.D. qui a eu de très mauvaises critiques, puis d'un coup tout le monde en revient en disant finalement, c'est pas si mal. Bah c'est donc écoute, j'ai bien fait de continuer à le regarder alors. Voilà. Petite question à Agent Carter, parce qu'autant Agents of S.H.I.E.L.D. c'est disponible sur Canal Sat, Canal Plus machin là. Agent Carter c'est disponible sur rien du tout en France. Sur tes copains américains qui t'enverront les vidéos. D'accord. Voilà. Pour l'instant, Agent Carter n'a pas été acheté. Enfin, aussi a été acheté. Cette question c'était est-ce que Netflix, est-ce que Canal Play, est-ce que j'en ai aucune idée. Mon slip bleu. Moi j'ai pas d'amis américains, j'ai pas encore vu. Putain, c'est amis américains, je te jure. Non, mais le problème, c'est qu'il faut en plus un lecteur de magnétoscope qui lise à vitesse américaine, parce que c'est chiant. En DSC, c'est galère, quoi. Sinon, du coup, t'as l'impression que ça va super vite et t'as pas le son. Ouais. Bref, merci à tous de nous avoir écoutés sur cette émission qui était fort longue. J'espère que nous n'avons pas faibli, que nous avons été toujours aussi enthousiastes à vous parler de bande dessinée, que vous avez apprécié ce que nous avons raconté, que nous ne nous avons pas trop spoilé, parce que ça nous arrive, parfois on fait pas exprès, bon des fois mais maintenant on a le point spoil. Maintenant on a le moment spoiler pour aider à éviter ça. Et donc le point Spoiling Gryffondor. Spoiling Gryffondor, ouais. Et que donc vous allez passer une bonne émission. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site lavoidesbulles.fr, sur lequel je serai ravi de lire vos commentaires. Tu fais bien d'en parler d'ailleurs du point Spoiling Gryffondor, parce que le point Godwin, on en parle dans la revue dessinée sur le Passion Beat. Oui, le point Godwin. Et du coup, c'est très drôle quand ils en parlent du point Godwin. Oui. En plus, je crois que c'est Adrien Méniel au dessin, je sais plus. Enfin bon, quoi qu'il en soit, donc... Ouais, suivez-nous sur Twitter, sur les réseaux sociaux, venez regarder. Moi, je m'amuse à poster plein de petites découvertes que je fais autour de la BD, les trucs qui sont intéressants. On se retrouve donc dans 15 jours, si tout va bien. Merci encore de nous avoir supportés aussi longtemps. Et nous, je crois qu'on va aller vite ranger le matériel et se pioncer, parce qu'il est trop tard et qu'on ne fera pas de 3e émission, parce que voilà, c'est comme ça. Ciao, ciao. Bye, bye.